Oui, je crois que ça, c'est déjà en route. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes là pour le cours de roman, littérature française. Nous sommes le 15 avril 2021 et ces cours, c'est le cours de roman du deuxième semestre de 2020. Et voilà, on continue aujourd'hui à parler de Houellebecq. Et si je ne me trompe pas, là, je vous demande de l'aide pour me rappeler. J'avais juste commencé à parler de la posture d'auteur, n'est-ce pas, à commenter le petit article de Jérôme Meizos, n'est-ce pas? J'avais commencé à parler, j'avais discuté les deux premières pages, c'est-à-dire que la posture d'auteur a un composant euh, non verbal et un composant verbal, c'est-à-dire l'allure, les non-verbales, c'est l'allure, les vêtements, l'apparence de l'écrivain, et de l'autre côté, les côtés verbal, c'est comment il se présente, ce qu'il dit, comment il dit les choses dans l'espace public. Donc, je vais reprendre d'où nous sommes arrêtés la semaine dernière avant de passer à autre chose ou de commencer à discuter la lecture du livre. Et en fait, pour aujourd'hui, et comme encore une fois, je renforce le besoin que vous vous mettiez déjà à la lecture de ce roman. C'est le roman le plus long qu'on va lire, je l'ai déjà dit, mais et je vous ai donné aussi le livre audio pour accompagner la lecture. Ça va vous donner un rythme de lecture aussi. Et donc, faites attention au temps parce que là, nous sommes le 15 avril et nous aurons jusqu'à la fin du mois pour terminer la discussion sur ces romans. Donc, je vous ai déjà demandé de commencer la lecture de ces romans. Et donc, si vous n'avez pas encore le fait, euh, il y a encore les temps. Sinon, ce sera trop tard pour faire une bonne lecture de ces romans parce qu'il est un peu plus difficile. Et donc, là, vous avez mon écran avec ce texte de Jérôme Meizos de l'Université de Lausanne et Genève. C'est un professeur et critique suisse. Donc, j'utilise ici parce qu'en fait, Jérôme Meizos, il a plusieurs, il discute cette notion de posture d'auteur dans différents textes. Il a un livre sur ce sujet. Je ne sais pas s'il en a d'autres, mais c'est un livre, une espèce d'essai sur euh, la notion de posture d'auteur et quelques articles. Et j'utilise cet article-là parce que euh, il m'intéresse parce que dans cet article, le même article, il discute Céline, qui est mon auteur de recherche, au moins de ma recherche de doctorat, et Houellebecq, qui est l'auteur dont on s'occupe maintenant ici, dans ces cours. Donc ça c'est intéressant parce que nous avons un petit peu de la réflexion théorique sur cette notion et nous avons aussi un peu l'analyse de ces deux auteurs qui me sont chers et Houellebecq qu'on travaille ici. Donc, je fais juste cette petite révision ici. La notion de posture d'auteur, ouais, ça marche comme ça. Nous avons donc cette manière singulière d'occuper une position objective dans un champ, balisé quant à elle par des variables sociologiques. Ici, il utilise une définition d'Alain Viala, et c'est intéressant à mettre en évidence ici cette idée de la position objective, parce que cela, même si c'est quelque chose de propre à l'auteur, dès qu'on parle de présence
ou d'utilisation de l'espace public par l'auteur, là, nous avons déjà des données objectives à analyser. Même si il y a ce côté de la performance personnelle de l'auteur, ce n'est pas si subjectif que ça. Peut-être c'est subjectif au départ, parce que c'est une décision, en quelque sorte, de l'auteur, de comment se porter en public, mais d'autre côté, c'est objectif parce que nous arrivons quand même à analyser ça à partir de données objectives comme la façon de s'habiller, la façon de se comporter, la manière de tenir ses discours en public, de répondre à les questions dans les interviews, etc. Donc, voilà ici encore, donc, encore une définition préliminaire, une façon personnelle d'investir ou d'habiter un rôle, voire un statut. Un auteur rejoue ou renégocie sa position dans les champs littéraires par divers modes de présentation de soi ou posture. Donc, c'est-à-dire que cette notion de posture, elle n'est pas fixe non plus. Elle peut être renégociée au fur et à mesure ou au fil du temps, n'est-ce pas? Cela ne veut pas dire que l'écrivain qui joue un personnage public, il sera toujours le même du début de sa carrière à la fin de sa vie, n'est-ce pas? Ça change un peu. Et donc, la page suivante ici, je me souviens d'avoir expliqué ça, je le refais rapidement ici. Donc, nous avons les deux dimensions, la dimension non discursive, non verbale, c'est celle de l'ensemble de conduites non verbales de la présentation de soi, vêtements, allure, ton de voix, etc. C'est cette manière de se porter en public. Et une dimension discursive parce que c'est ethos discursif, c'est-à-dire la manière de tenir le discours, de composer son discours, les choses qu'il dit, l'auteur dit. Et donc, voilà, on avance encore un petit peu. Il y a ici l'aspect comportemental et non verbal de la posture, à savoir la présentation de soi de l'auteur, les airs qu'il se donne ou les looks, un ethos au sens weberien dans les contextes où il incarne sa fonction, c'est-à-dire les entretiens aux médias, discours de réception, de prix, etc. Par exemple, vous voyez, juste pour vous donner un exemple de ce comportement face aux entretiens, discours de réception, etc. Peut-être vous vous souvenez que, si je ne me trompe pas, c'était en 2016, les musiciens et poètes, Bob Dylan a reçu le prix Nobel de littérature. Et lui aussi, il a une posture assez évidente. C'est quelqu'un qui évite les contacts en public. Ça fait longtemps qu'il qu'il ne donne plus des interviews. On le voit très peu dans des événements en public, donc il participe peu de l'espace public. Même dans ses concerts, normalement, il n'échange pas trop avec le public. Il entre, il fait son concert et il s'en va. C'est très différent, par exemple, de Paul McCartney, qui est quelqu'un qui parle avec le public, qui raconte des blagues, il raconte des histoires, demande la participation. C'est très différent. Donc, nous avons là on va dire, deux postures de performances différentes. Et
le cas quand je parle ici des discours de réception, le cas de Bob Dylan, par exemple, il n'est pas allé à la cérémonie de remise du prix et c'était, si je ne me trompe pas, une diplomate américaine qui a fait la lecture de son discours. Donc, ça aussi, c'est une posture presque négative, n'est-ce pas? Parce que elle se donne plus par la négation que par la construction de quelque chose. Mais même par la négation, il construit l'image d'un musicien, d'un écrivain ermite, reclus, réservé, etc. Donc, voilà. Et c'est intéressant ici de remarquer dans cette phrase les contextes où il incarne sa fonction. Parce que comme je vous ai expliqué déjà dans des cours précédents, cette fonction ici, c'est la raison pour laquelle nous allons parler de persona, de masque, parce qu'on va faire cette différence entre la personne physique, l'auteur et l'écrivain. Et en fait, ici, le problème, c'est que nous avons cette confusion, cette réunion de l'auteur, le personnage et l'écrivain dans la même instance, la même figure en public. Et donc, c'est intéressant l'utilisation du mot ou du verbe incarner dans cette expression, incarner sa fonction, parce que ça nous fait penser, comme je vous ai déjà dit aussi, là je fais une petite révision, aux rôles sociaux qu'on joue, n'est-ce pas? Les rôles sociaux par exemple, de clients quand on va dans un magasin ou dans un restaurant, les rôles des professeurs ou d'étudiants, les rôles des citoyens qui vont voter dans les élections, etc., ou qui participent à une manifestation contre ou pour les gouvernements du moment, etc. Donc, ici, c'est quand l'écrivain incarne sa fonction, normalement quand il se présente publiquement comme écrivain. C'est ça qui nous intéresse. Dans ces cas, quand on s'occupe de la posture, on ne va pas se tenir au moment où l'écrivain est dans son intimité, imaginons, par exemple, l'écrivain est à la plage avec sa famille. Non, là, peut-être, il ne joue pas tant que ça, n'est-ce pas? Et je vous ai déjà dit aussi, par exemple, comment une façon, dans les cas, là, j'utilise le cas de Louis-Ferdinand Céline, un cas assez intéressant, c'est quand dans une série ou dans quelques lettres qu'il a écrites à des proches, il admet qu'il fait ses jeux en public et que normalement, on le cherche pour un interview ou quelque chose comme ça. On attend de lui un certain comportement et c'est exactement ce comportement qu'il rend dans les interviews. Et comme les interviews, c'est pas une manifestation, mais un espace public, comme je vous dis ici. Et c'est intéressant quand on lit ces lettres, quelques-unes de ces lettres, dans lesquelles, là, il est dans un espace intime, privé, et il admet ce qu'il fait ou qu'il joue ses rôles de l'écrivain un peu fou. Donc, il répond affirmativement à ce qu'on attend de lui. Donc, pour renforcer un comportement qu'on attend de lui, il va rendre exactement ce comportement dans les interviews. Et on pense qu'il sera à 100% fou,
il va dire des choses, ou il va dire n'importe quoi. Et en fait, non. Et lui, il est conscient de ce jeu dans l'espace public. D'accord? Donc, c'est quelque chose, il y a un côté peut-être inconscient de l'auteur, mais par contre, il y a aussi un côté, euh, un côté conscient de l'écrivain. Et c'est intéressant, vous vous souvenez probablement que dans le premier cours de Welbeck, je vous ai montré des photos de Welbeck, de Céline, et ouais, je vais me tenir là dans les photos de, Céline et Welbeck. Et c'est intéressant, ici, je change de texte, juste pour vous donner cet exemple. Ici, nous avons cette biographie non autorisée de Michel Houellebecq. Donc, Houellebecq non autorisé, enquête sur un phénomène. Et l'auteur, c'est Denis Desmompion. Et vous pouvez retrouver aussi des interviews de cet auteur sur le travail de composition de cette biographie non autorisée. Il a essayé quand même de parler avec Houellebecq pour poser des questions, pour essayer de résoudre quelques malentendus ou quelques malentendus sur les données de sa vie. Et finalement, il me semble ils ont même échangé des mails et à la fin, Houellebecq a refusé la rencontre. Et c'est intéressant ici, je vais vous montrer une phrase. Voilà, ici, que l'auteur de cette biographie non autorisée dira sur Houellebecq. De Michel Houellebecq, on ne sait que ce qu'il veut bien dire. Sa principale carte de visite se résume à ses romans. Et puis, il suit. Donc, pourquoi je parle de cette... Parce que là, je parlais du texte de Jérôme Mesos et d'incarner l'expression exacte était 2 secondes ici, incarner sa fonction d'écrivain. Et ici, nous avons cette phrase de l'auteur de cette biographie non autorisée, de Michel Houellebecq, on ne sait que ce qu'il veut bien dire. Donc ici, vous voyez qu'il y a une intention, un soin, même une préoccupation de Houellebecq de la construction de son personnage son personnage public. C'est-à-dire qu'il fait attention à ce qu'il veut qu'on sache à propos de lui. Et là, on sait très bien, raison pour laquelle il a fait des procès contre des journalistes, des paparazzis, quand ils lui prennent en photo ou quand ils écrivent des choses à propos de lui auxquelles il n'est pas d'accord ou avec lesquelles il n'est pas d'accord. Donc, vous voyez qu'il y a là même l'utilisation de la justice de la part de l'écrivain pour essayer de contrôler l'image publique qu'on construit de lui. Donc, il veut avoir le devin de cette construction sociale de son image. Il veut contrôler la façon dont cette image publique de lui nous arrive. Et là, on voit qu'il y a une décision délibérée de contrôler cette image, n'est-ce pas? Donc, je reviens ici au texte de Jérôme Mesos. Voilà, on avance. Je vérifie ici, juste ici. Ouais, c'est bon. Voilà.
Voilà, c'est bien chargé. Est-ce que vous avez des questions? Ça va? Ça va? Ça va. Mhm. Voilà. Donc, cette construction de l'image de l'auteur se décline dans dans une dramaturgie corporelle, s'exprime par un ton et s'analyse comme un style individuel, voire une écriture référée à un groupe social. Et cette réflexion vient de Roland Barthes, que Jérôme Bezos utilise ici. Et se décliner ici, c'est-à-dire se diviser dans plusieurs aspects. Donc, et ça c'est important aussi, le soin de cette construction de l'image de l'auteur. D'accord? C'est lui. Aujourd'hui, c'est drôle ça parce que, penser à ça parce que assez souvent aujourd'hui, nous avons de, de l'aide pour ça. Comment je peux dire ça? Euh, je vais juste vérifier un mot ici. Si je peux utiliser, voilà, ouais, assesseur, comme, ouais, on peut utiliser ça. C'est un terme plutôt juridique, mais un collaborateur, pas vraiment, mais dans ce sens où certaines euh, des gens publics de la politique, célébrités, ils cherchent assez souvent un assesseur d'image, quelque chose comme ça. Je ne sais pas exactement là, il me manque l'expression exacte, mais c'est ce genre de service qu'on aura pour nous aider à, à refaire ou à contrôler ou euh, à forger une image publique, n'est-ce pas? Aujourd'hui, peut-être vous voyez ça sur Instagram, par exemple, des médecins qui font leur profil sur Instagram pour partager leurs connaissances, mais aussi aujourd'hui il y a plusieurs formations, plusieurs cours qui nous aident à organiser, à avoir une identité visuelle pour notre profil, etc. Nous avons donc des consignes de comment utiliser la caméra, etc. Donc, c'est ce genre de personal stylist de l'image publique. Si avant on avait quelqu'un pour nous aider juste par rapport aux vêtements, à la façon de s'habiller, aujourd'hui nous avons quelque chose qui dépasse juste l'apparence physique, mais nous aide à composer cette image, cette image de façon générale. Je me souviens même que il y a une autre expression on a posé cette question à l'ancien ministre Sergio Moro quand il est allé au Congrès pour répondre. Je crois que c'était à l'époque de Vaza Jato, on a fait publier les messages du hacker. Et en fait, comme il se comportait d'une certaine façon, il répondait, il avait quelques réponses déjà prêtes. On lui a demandé s'il n'avait pas utilisé un media, j'oubliais l'expression exacte, mais c'est quelque chose comme ça, une espèce d'assesseur qui va nous aider à soigner, à construire cette je vais utiliser ici l'expression de Heidegger, le philosophe,
une façon d'être au monde, mais d'être au monde public. C'est un être au monde public. D'accord? Donc, je reviens ici au texte. Et voilà, donc, cette construction de l'image de l'auteur, donc c'est une construction, il y a un objectif défini par rapport à ce que ces écrivains veulent avec ce comportement public. Une dramaturgie corporelle, c'est-à-dire la façon d'agir en public, de s'exprimer par un ton, s'il est plus agressif ou plus agréable à écouter, si la voix, les tons de la voix, etc. Et voilà. Et donc, ici, il va parler un petit peu de la notion des tons, qu'il considère une notion peu conceptualisée, mais qui semble les lieux verbales où s'articulent les locuteurs, sa position et sa posture. Donc, c'est en même temps discursif et non discursif. Cette partie-là, elle n'est pas très importante. Non. Avançons ici. Ici, je ne vais pas souligner, mais ça, c'est important. Oui. Voilà. Et la notion des postures conduites simultanément verbale et non verbale, c'est-à-dire la posture, c'est cette conduite en même temps verbale et non verbale, permet d'affiner les interrelations entre l'éthos discursif dans le locuteur et sa position dans un champ littéraire, politique, religieux, sans en faire un simple reflet ou les réduire à une relation causale unilatérale. En fait, ici, ce qui est important, c'est que quand on parle de... ça, c'est, on va dire, c'est une catégorie de plus pour l'analyse littéraire et l'analyse de l'écrivain. C'est-à-dire que si vous êtes au courant du débat de la critique littéraire euh, historique, il y a quelque chose d'important là qui est pour longtemps, on a associé la vie et l'œuvre. On a essayé d'expliquer l'œuvre à partir de la vie de l'auteur. Raison pour laquelle nous avions la question, on se posait cette question. Qu'est-ce que l'auteur a voulu dire? Et on cherchait des indices, surtout dans les cas d'auteurs déjà décédés, déjà morts, on cherchait des indices de la vie de l'auteur qui pouvait expliquer l'œuvre. C'est-à-dire qu'on ne cherchait pas dans l'analyse textuelle, tout simplement, les réponses ou les interprétations. On cherchait à composer l'interprétation avec des données de la vie de l'auteur ou ce qu'il avait dit par rapport à son œuvre. Et pourquoi je parle de cette relation vie et œuvre? Parce qu'on voyait un certain déterminisme, c'est-à-dire si l'écrivain a vécu une telle chose, il va écrire il va ce vécu, cette expérience vécue va déterminer quelque chose dans son écriture, dans sa façon d'écrire. D'accord? Il y a assez souvent, par exemple, dans la théorie de Taine, le critique littéraire du 19e siècle, les positivismes dans la critique littéraire, on parlait de trois éléments, c'était le milieu, la race et les moments. Et à partir de ces trois éléments, la race, les milieux sociaux, etc., et les temps historiques déterminaient l'œuvre littéraire. Donc, pour comprendre l'œuvre littéraire, il fallait comprendre
la race de l'auteur, et j'utilise le terme utilisé par Taine, les milieux d'où il venait, donc une certaine analyse sociologique, et les temps historiques. Et avec ces trois éléments, on serait capable de bien comprendre une œuvre. Et en fait, on sait que aujourd'hui, on considère le texte littéraire beaucoup plus, on est capable d'aller beaucoup plus loin dans l'interprétation. Et l'interprétation, c'est peut-être avant tout de la relation du lecteur avec le texte, n'est-ce pas? Et assez souvent, nous ne sommes pas en contact avec ces données de l'écrivain, mais avec le texte, on sera toujours en contact, n'est-ce pas? Donc, et je fais ce détour-là pour expliquer que Jérôme Mesos ici, il dit que cette notion de posture qui est verbale et non verbale nous permet d'affiner les interrelations entre ethos discursif et position dans un champ littéraire, politique, religieux, etc. Mais c'est important de le faire sans faire de cette notion un simple reflet. C'est-à-dire que la posture de l'auteur ne va pas forcément entraîner un certain texte. Assez souvent, oui. Mais il y a quelque chose ici qui va contre ce déterminisme, qui va être discuté par Jérôme Mesos un peu plus tard dans ce texte. C'est un reflet de retour qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est cette posture de l'auteur qui va faire un effet de retour et déterminer, dans un sens contraire, la position ou la façon d'être de l'écrivain. C'est-à-dire que l'écrivain va découvrir à la fin qu'il doit se comporter comme on attend de sa part. C'est ce que je disais par rapport à Céline, par exemple. N'est-ce pas? Céline, à la base, il était un médecin tranquille qui travaillait dans un dispensaire dans la banlieue de Paris. Et tout d'un coup, avec le succès de son premier roman et puis le deuxième roman et tout ça, il commence peu à peu à changer sa façon d'être en public. Parce que on va essayer de chercher dans l'écrivain ce qu'on voyait dans ses romans. Parce que ce personnage, surtout dans le premier roman, Voyage au bout de la nuit, c'est un personnage fortement autobiographique. Et dans les romans postérieurs, lui-même, Céline devient les personnages. D'accord? Avec les noms, Céline ou Ferdinand, qui était son prénom. Donc, les violences, par exemple, qu'on voit par rapport au personnage de Ferdinand, on va attendre de Céline la même violence. Et il va devenir de plus en plus violent dans les mots, pas dans les actes, mais dans les mots surtout, pour nous rendre ce qu'on attendait de lui. D'accord? Voilà. Donc, on continue ici sans en faire un simple reflet et les réduire à une relation causale unilatérale, c'est-à-dire la vie détermine l'œuvre. Et parfois, c'est le contraire, c'est ce que je disais ici. Ce n'est pas une relation causale unilatérale, d'une seule direction. Ça peut être aussi le contraire. L'œuvre va déterminer une façon d'agir. C'est bizarre de penser, mais c'est quelque chose qui arrive. D'accord? Et l'agir humain ne découle pas d'une position ni de s'en déduire. Même précontraint, il joue également dans l'interaction et la performance. Donc, il y a quelque chose qui s'est construit dans l'interaction avec les interlocuteurs dans l'espace public, et il y a aussi ce côté performatif.
D'accord? Avançons ici. Il va parler de Rousseau. Ça ne nous intéresse pas ici aujourd'hui. Ici, il va parler de Céline. Ça ne nous intéresse pas non plus. Voyons ici. Non, je pense que ça va. Oui, voilà ici. L'autre sens de cette dynamique. La posture déborde l'identité de l'homme civil. C'est-à-dire que elle va au-delà de ce qui est l'homme civil, la personne physique de l'écrivain. Elle renvoie à la face publique ou au personnage. Persona renvoie au masque. C'est ce masque social, ce n'est pas un masque réel qu'on met sur le visage. Donc, elle renvoie, la posture renvoie à la face publique ou au personnage de celui qui se donne comme écrivain. Dimension constructiviste de la notion de posture. Donc, il renforce cette idée de la construction de cette notion, n'est-ce pas? Et donc, ouais, non, ça va. Elle déborde l'identité de l'écrivain, c'est-à-dire que l'identité de l'écrivain dans son espace privé, intime, c'est une, il va jouer quelque chose de différent dans l'espace public. Là, il me vient à l'esprit un cas intéressant. Je vais parler de lui avec un peu de distance parce que je ne le connais pas tant que ça, mais je le trouve un personnage assez intéressant. C'est le musicien Marilyn Manson. Sûrement vous le connaissez, j'en suis sûr. Et c'est quelqu'un qui joue un personnage en public avec le maquillage, ses chansons, les contenus de ses chansons aussi sont assez agressifs. Et d'une certaine façon, il me semble que dans l'intimité, il est un peu différent, même s'il a quand même des petits problèmes, comme j'ai déjà entendu parler qu'une fois, lui et sa femme ont balancé un canapé par la fenêtre. Je ne sais pas si cette histoire est vraie ou pas, mais j'ai déjà écouté ça, peut-être des amis me l'ont raconté. Mais c'est intéressant de voir comment ça se passe, cette différence du personnage. Même, vous savez, même dans ce texte de Jérôme Bezos, il dit que le pseudonyme, c'est déjà une marque de posture d'auteur, c'est-à-dire que on construit un nom public pour être en public, pour être présent dans l'espace public d'une certaine façon. Et le cas de Marilyn Manson, son nom est déjà composé de Marilyn Monroe et Charles Manson, qui c'était un criminel, je ne sais pas s'il était serial killer, quelque chose comme ça. C'est quelque chose comme ça. Donc, il associe la beauté et la féminité de Marilyn Monroe et la violence et un côté abject d'un criminel meurtrier. Et il associe ces deux images et il compose son image physique à partir de cette idée. Et donc, c'est assez intéressant de le voir. Vous allez retrouver ça. Des photos de lui sans les maquillages, comme une personne normale. Vous voyez, c'est drôle de le voir comme ça parce que il pourrait être un voisin, un simple voisin de porte. Vous voyez.
Donc là, c'est un cas intéressant de cette culture pop, de la musique, de quelqu'un qui clairement compose ce personnage public, n'est-ce pas? Donc, voilà, ici, voilà. Les textes autobiographiques en général engagent tous une posture, mais celle-ci parce qu'elle est construction de soi dans et hors du discours, parce qu'elle rejoue une position, ça va changer pour vous, elle rejoue une position dans la performance, se donne comme lieu de l'artifice de la mise en scène. Elle sélectionne des valeurs et des faits dans les matériaux référentiels du social. Ici, il parle plus spécifiquement d'autobiographie. Ce n'est pas trop le cas de Houellebecq, au moins dans Soumission, le roman qui nous intéresse ici. Voyons encore ici. Oui, c'est l'effet rétroactif dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vois ici, voilà, c'est déjà chargé la page. La page est déjà chargée. Enfin, c'est là un trait capital. La notion de posture a aussi un effet rétroactif. Donc, a aussi un effet rétroactif. Donc, il y a un effet attendu, déterministe, c'est-à-dire de la vie de l'auteur détermine quelque chose dans sa littérature, mais il y a un effet rétroactif, c'est-à-dire que le personnage qu'il va coller à son œuvre revient au retour et détermine ses actions à partir d'un certain moment. Donc, Meizos dit ici, adopté comme une mise en scène publique du soi auteur, un choix postural peut avoir un effet de retour sur son auteur, lui dictant alors des propos et des conduites générées tout d'abord par son option. C'est-à-dire, il va commencer à se comporter, à se porter publiquement de cette façon qui était tout d'abord une mise en scène. Il assume plus ou moins ça. Comme si, je dirais, comme si il admettait que s'il agit maintenant d'une telle façon, c'est parce que... mais cette chose, elle est même moins consciente, peut-être, d'accord, de cet effet rétroactif. C'est-à-dire que tellement on se colle au personnage, pas nous, je dis les écrivains, qu'ils commencent à adopter cette façon d'agir, même de façon inconsciente. D'accord? Et voyons ici. Oui, Houellebecq et Céline ont un point. Je vérifie ici si la page est bien chargée. Ouais, ça va. Houellebecq et Céline ont un point commun frappant. Tous deux mettent en scène dans leur roman une posture énonciative à la première personne qu'ils reconduisent ensuite comme conduite publique d'auteur. Donc, vous voyez, ils mettent en scène dans les romans une posture énonciative à la première personne. Ce sont les personnages des romans, parce que dans les deux cas, c'est marqué sur la couverture roman et pas autobiographie. Donc, il faut quand même respecter ce pacte de lecture. Si sur la couverture, c'est écrit roman, en tant que lecteur aussi, nous devons faire ce contrat de lecture et lire comme un roman. Mais donc, dans le roman de Céline de Houellebecq, il y a une posture énonciative à la première personne, qu'ils reconduisent ensuite comme conduite publique de l'auteur. C'est-à-dire, ils créent un personnage ou une posture dans les textes, et puis ils vont reconduire cette conduite publique
dans les espaces publics. Dans les cas de Houellebecq, par exemple, on peut voir un certain pessimisme qu'il renforce ça assez souvent et qu'il dira toujours qu'il n'est pas pessimiste, mais il est plutôt réaliste. La vie est comme ça, la vie n'est pas belle. Vous voyez, il reproduit ça. C'est une vision de monde des personnages que lui, auteur, il va reproduire dans ses interviews ou dans ses manifestations publiques, dans l'espace public. Tout se passe alors comme si la posture adoptée comme parti pris de départ, donc une posture adoptée au départ, dictait rétroactivement la conduite de l'auteur civil. C'est-à-dire, l'auteur civil adopte une posture parce qu'il veut être vu, perçu dans l'espace public d'une certaine façon. Et puis, il va agir rétroactivement selon, dans sa vie d'auteur civil, comme leurs personnages agissent dans les romans. C'est un peu bizarre de penser comme ça, mais c'est quelque chose qui arrive, qu'on est capable d'observer dans les deux cas de Céline de Houellebecq. D'accord? Si on regarde les premières manifestations dans les interviews, etc., ils ont un comportement. Et puis qu'ils deviennent célèbres, connus, etc., ils vont adopter une posture plus correspondante à celle des romans. D'accord? Voilà, je pensais aussi à un autre cas, peut-être, de l'univers pop. C'est un peu le cas de John Depp, l'acteur. Différent, évidemment, parce qu'il n'est pas auteur, mais quand même, on peut voir une certaine... normalement, il choisit depuis un certain moment de sa carrière, il a commencé à choisir des personnages extravagants, en quelque sorte. Et on attend de lui, en tant que personne, John Depp, la personne physique, la personne civile, d'être aussi un peu extravagant. Et vous voyez comment, au niveau des accessoires, de bagues, de boucles d'oreilles et tout ça, comment dans la vie, dans sa vie quotidienne, nous avons presque l'impression que lui, il est un personnage, quoi, avec toute une composition de personnages. Même si, par exemple, si vous allez consulter, pas des traités de style, mais peut-être des consignes de style ou des conseils de style pour aujourd'hui, genre la mode masculine, comment choisir de quoi s'habiller ou comment s'habiller correctement. Assez souvent, on va voir que c'est fortement déconseillé de porter autant d'accessoires comme John Depp porte. Donc, vous voyez que ce serait déconseillé de s'habiller quotidiennement tel comme il le fait. Et comme ça, vous voyez que ça, c'est déjà une marque de quelque chose de ces personnages qui reste dans sa personne civile. D'accord? C'est intéressant de penser comme ça, non? Et surtout dans cet univers des acteurs, comment ils absorbent l'influence des personnages qu'ils vivent ou qu'ils représentent, n'est-ce pas? Ce n'est pas par hasard que nous avons cette anecdote que Jack Nicholson avait donné un conseil à
j'oublie le nom de l'acteur australien qui s'est suicidé quand il a fait, après avoir joué Joker dans un film de Batman. Donc, parce que l'acteur subit quand même l'influence de certains personnages. Et là, on peut dire, dans les cas de Johnny Depp, il absorbe un peu certaines traces de personnages qu'il a joués. Donc, il y a là une action rétroactive du personnage vers l'acteur, personne civile. De la même façon qu'on voit, comme je disais, cet effet rétroactif du personnage des livres, ces personnages autobiographiques ou autofictionnels qui reviennent dans la posture de l'auteur, sa façon de se jouer à soi-même dans l'espace public. Et les conclusions, la posture serait une façon singulière de donner le ton du discours. Raison pour laquelle Jérôme Mizos fait un peu cette association entre la posture et le style. Et peut-être on parle plutôt de style au niveau du texte, les styles textuels d'un certain écrivain. Et posture, un certain style des performances publiques de l'auteur. Et la posture, donc, serait une façon singulière, une façon propre de l'auteur de donner un ton à son discours. Et le cas de Houellebecq, c'est cette façon, surtout pessimiste, déprimée, etc. Le monde est terrible, il n'y a pas d'issue, nous sommes vraiment sans issue, nous sommes perdus, il n'y a rien à faire, etc. D'accord? Et juste pour... et dites-moi une chose, je pense que je n'avais pas encore commenté la lettre ouverte qu'il a publiée sur la pandémie, ou j'ai déjà commenté ça avec vous. Dites-moi, là j'attends votre... Pas encore. Pas encore? D'accord. Non, je ne me souviens pas de cette lettre. D'accord. Elle est déjà disponible dans les archives de cours, d'accord? Mais donc, je passe à cette lettre juste pour vous. Et ça, c'est intéressant, le choix de cette lettre. Voilà. C'est quelque chose qui, assez souvent, on fait. C'est quelque chose qu'on fait assez souvent parce que on s'intéresse encore aux opinions des écrivains, n'est-ce pas? Parce que les écrivains, ils font partie de l'intellectualité d'un pays, assez souvent, surtout, mais pas seulement, mais surtout les romanciers qui représentent la société de l'époque où ils vont peindre, dessiner la société dans laquelle ils vivent pour montrer ou pour dénoncer les conflits, les problèmes des relations personnelles ou interpersonnelles, etc. Assez souvent, on leur demande, on veut savoir ce qu'ils pensent. Assez souvent, je dis que nous avons perdu un peu, où les humanités ont perdu un peu l'espace dans les discours, dans les discussions dans l'espace public. Aujourd'hui, dès qu'on a un problème sociétaire, on va poser la question d'abord aux économistes, après, je ne sais pas, aux médecins ou des gens comme ça. Et on ne pose plus la question aux écrivains. Et assez souvent, les écrivains, ils ont une idée
demeure une idée ou une bonne idée du comportement des gens, etc., parce qu'ils en ont besoin pour composer leur livre. Peut-être vous avez entendu parler de Torturado, le roman. Je ne l'ai pas lu, mais ce que je vais dire, je ne vais pas parler du texte, mais de la composition du texte, juste comme exemple. Parce que l'auteur, il me semble qu'il a été interviewé dans Roda Viva il y a quelques mois. Et donc, il me semble que l'écriture du roman est venue d'une recherche académique qu'il a faite, dans laquelle il s'est mis en contact avec une certaine réalité sociale et il a utilisé les profils des gens. Si je ne me trompe pas, je ne sais pas s'il est anthropologue ou un sociologue, quelque chose comme ça. Mais vous voyez qu'il y a une recherche des caractères sociaux, et puis ces caractères sociaux sont reproduits dans le roman. N'est-ce pas? Et raison pour laquelle, par exemple, si on prend un écrivain comme Balzac, qui a écrit plusieurs romans avec des centaines de personnages différents, nous sommes capables d'avoir une espèce d'étude sociologique assez importante de la France du 19e siècle. D'accord? Donc, tout ça pour parler de pourquoi c'est intéressant de voir cette lettre publique de Michel Houellebecq. En fait, cette lettre, c'était un échange, je ne sais pas si c'était un journal qui a proposé ça, mais quelques écrivains ont échangé leurs impressions par rapport au confinement, par rapport à la pandémie, ce qui va devenir le monde après la pandémie du coronavirus, etc. Et ici, c'était assez intéressant. C'est assez parce que peut-être ce n'est pas une comparaison pour faire pour reproduire ce complexe du vira-lata, que assez souvent on fait référence aux Brésiliens. Mais je pense que la France, la littérature a encore en France une position sociale. Par exemple, nous avons à chaque année la rentrée littéraire, c'est-à-dire juste après la rentrée scolaire, on va parler des nouveaux livres parus ou parus récemment, etc. On va inviter les écrivains à parler, on va commenter ça dans des émissions à la télé, etc. Donc, il y a encore on accorde encore une importance à la littérature. Et donc, dès qu'on a un événement comme la pandémie, on a proposé à certains écrivains contemporains en France et célèbres de se manifester à propos de leurs impressions par rapport à cette expérience ou par rapport à... je vais utiliser deux notions importantes ici. Cette expérience de l'événement de la pandémie. Expérience parce qu'ici, l'expérience, c'est plutôt l'expérience personnelle, du vécu. Et l'événement comme quelque chose qui n'a pas de sujet. C'est quelque chose qui n'a pas été créé par un sujet précis. N'est-ce pas? La pandémie, on peut considérer comme, à partir de ce concept un peu philosophique de l'événement. C'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, qui dépasse l'action individuelle ou même sociale d'un groupe de personnes. Et c'est quelque chose qui prend une ampleur qui nous dépasse tous. D'accord? Peut-être je vais revenir à parler de cette notion
d'événements dans la prochaine lecture, l'événement de Annie Ernaux, parce qu'il y a une différence par rapport à, ou sinon il faut réfléchir à propos de la notion d'événement avec Annie Ernaux. Mais revenons ici à cette lettre de Michel Houellebecq. Donc, et ça c'est important encore, je n'avais pas encore terminé. C'était tellement intéressant quand cette lettre ouverte à Michel Houellebecq a été publiée, parce qu'elle a été reproduite dans plusieurs véhicules de médias, parce que on était tous intéressés à savoir ce que Houellebecq pense de la pandémie. Et assez souvent, on va être horrifié de ses impressions, de sa vision du monde, mais c'est presque une attirance morbide, parce qu'on sait qu'il sera toujours pessimiste, mais on veut quand même le lire et savoir ce qu'il va dire. Et donc, et là, c'est intéressant d'analyser cette lettre pour voir d'une certaine façon comment il se porte publiquement, d'une certaine façon aussi son côté plus intime, plus privé, parce que c'est une lettre, il parle ici d'une façon quand même à partir d'un endroit du privé. Et de faire cette différence, pas la différence, mais la relation entre la voix de l'auteur dans cette lettre et la voix du personnage dans les romans Soumission qu'on va commencer à analyser. Et on va voir comment une certaine vision du monde se ressemble dans ces cas. Et donc, voyons ici dans la lettre. Michel Houellebecq est écrivain. C'est la première fois qu'il s'exprime depuis le début de la pandémie. Donc, ici aussi, c'est important. La première fois qu'il s'exprime depuis le début de la pandémie. C'est quelqu'un qui, comme je vous ai montré tout à l'heure, le biographe de Houellebecq, le biographe non autorisé, disait qu'on ne connaît de lui que ce qu'il nous donne à connaître. La phrase était presque celle-là, un petit peu différente. Mais donc, on ne connaît de lui que ce qu'il nous donne à connaître. Et c'était la première fois qu'il s'exprime depuis le début de la pandémie, c'est-à-dire même ses apparitions publiques vont être contrôlées. Il n'est pas quelqu'un de bavard en public. Je tiens la phrase. Il n'est pas quelqu'un qui va se manifester quotidiennement à propos de ces choses-là. Ou dès qu'il a un livre à paraître, il va donner des interviews, comme vous avez regardé quelques vidéos que j'ai mis sur notre salle virtuelle, n'est-ce pas? Et dans une de ces interviews, si vous les avez regardées, il y avait une dans laquelle il parlait quand même de ce problème qu'il a avec les photographes, les journalistes. Et par exemple, il disait que quelque chose qu'il n'admet pas, c'est qu'on publie une photo qu'il n'a pas autorisée ou un échange de mails ou de lettres qu'il n'a pas autorisé. Il se sent envahi. Le discours, c'est qu'il se sent envahi et il y a un manque de respect quand on fait ça parce que c'est quelque chose de privé. Mais ce qu'on peut comprendre, c'est que quand on publie quelque chose à propos de lui, qu'il ne contrôle pas, qu'il n'a pas choisi de faire publier, c'est-à-dire que ça peut altérer l'image publique qu'il construit de lui-même. Vous voyez pourquoi il n'est pas content ou pourquoi
il n'aime pas se faire publier ou qu'on publie des photos de lui sans qu'il y ait son consentement, parce qu'il perd le contrôle de son personnage public de cette façon. Et s'il perd le contrôle de son personnage public, la polémique ou les polémiques qu'il crée assez souvent avec ses romans peuvent perdre aussi la force. D'accord? Donc, il y a tout un jeu de publicité personnelle aussi dans ces cas-là. Et j'avais oublié aussi de dire récemment, en plus, même au-delà de cette mise en scène publique et du partage, de la diffusion de ces opinions pessimistes, polémiques, etc., il y a un autre côté de Houellebecq. Je vais utiliser ici deux concepts de Machiavel qui sont la vertu et la fortune. Et la vertu, c'est quelque chose de plutôt personnel, c'est un talent individuel, quelque chose qu'on a, qui est né avec nous, quelque chose de naturel. Et la fortune, c'est quelque chose d'extérieur qui nous arrive, n'est-ce pas? Et Machiavel utilise ces idées-là plutôt pour parler du prince et comment associer ou comment parfois ces choses peuvent... Parce que ce sont des choses qu'on ne contrôle pas, mais surtout la fortune, n'est-ce pas? C'est quelque chose proche du destin, on va dire plus ou moins comme ça. Et donc, toutes ces polémiques créées par Michel Houellebecq dans sa vie littéraire, politique, civile. Il y a ce côté de la vertu, qui c'est son talent d'écrivain. Par contre, il y a ce côté de la fortune qui le met toujours en contact avec des situations troublantes, pour dire comme ça. Il y a, par exemple, le cas de sa présence aux États-Unis lors des attentats terroristes de l'11 septembre 2001. Et c'était la publication d'un de ses romans, je ne sais plus lequel. En 2018, il y a eu l'événement des Gilets jaunes, cette espèce d'émeute, de révolte sociale qui a eu lieu en France. Et d'une certaine façon, il avait fait publier Sérotonine un peu avant, et le livre se terminait avec quelque chose comme l'événement des Gilets jaunes. Donc, on a dit qu'il avait prévu l'apparition du mouvement des Gilets jaunes. Et pour ça, je vous dis qu'assez souvent, les écrivains sont capables de sentir les mouvements de la société et de prévoir quelquefois. Et dans les cas spécifiques de soumission, une des interviews que je vous ai donné à regarder, c'était avec David Pujadas, un journaliste qui était le présentateur du journal des 20 heures sur France 2, si je ne me trompe pas. Donc, c'était quelqu'un qui a une visibilité comme William Bonner, pour nous ici au Brésil, mais peut-être un peu plus autonome au niveau des interventions en tant que journaliste. Parce que nous voyons William Bonner comme quelqu'un qui dit les informations. Pas, il ne se manifeste pas. Il essaye d'être neutre dans la transmission de l'information. Et David Pujadas est quelqu'un déjà, on reconnaît chez lui sa capacité d'interprétation, d'intervention, d'analyse des informations, surtout politiques. Et c'était, si je ne me trompe pas, le 6 janvier 2015. Le 6 janvier 2015, Michel Houellebecq a été interviewé en direct, en live, dans le journal des 20 heures par David Pujadas.
Et il racontait un peu l'histoire de son nouveau roman Soumission. Cette histoire du roman, un prof universitaire qui était un peu à distance des problèmes politiques, comme ça. Et tout d'un coup, on avait la France en 2022, une espèce de fiction politique ou de fiction d'anticipation politique qui avait dans le deuxième tour des élections présidentielles Marine Le Pen, candidate de l'extrême droite, et un candidat fictif, dans ces cas, Benabès, représentant de la fraternité musulmane. Et donc, il parlait de la peur du islam ou de l'islam. Il parlait et assez souvent dans ses interviews, fait des propos racistes ou pas ouvertement racistes. Il met en doute. Il dit certaines choses et puis il dit à mi-mot, je vais dire un peu comme ça, il ne laisse pas très clair, mais il met en question si l'islam, par exemple, est une religion qui doit être respectée ou pas. Donc, il a dit récemment quelque chose que l'islam peut-être était la religion la plus idiote ou la plus stupide au monde aujourd'hui, quelque chose comme ça. Donc, il fait des propos comme ça. Il se manifeste un peu comme ça. Et donc, cette interview a eu lieu le 6 janvier 2015. Le 7 janvier 2015, le matin, on a eu les attentats terroristes contre le Charlie Hebdo. Et le Charlie Hebdo, les journalistes de Charlie Hebdo étaient des amis proches de Michel Houellebecq. Et les attentats, les terroristes des attentats étaient de djihadistes, islamistes radicalisés. Donc, vous voyez que d'une certaine façon, il nous met une possibilité dangereuse pour la France dans l'avenir parce que on considère que les musulmans ont de plus en plus de place dans la société française, etc. Et nous avons, après toute cette série d'attentats terroristes pratiqués par des djihadistes radicalisés. Donc, vous voyez que là, c'est le côté de la fortune. Et ce n'est pas quelque chose qu'on contrôle, ce n'est pas quelque chose qu'on fait exprès. Donc, le livre était déjà écrit, n'est-ce pas? Et tout d'un coup, nous avons ces attentats terroristes. D'abord, le 7 janvier contre le Charlie Hebdo, et plus tard, le Bataclan, l'autre série, et puis à Nice, etc. Et nous avons eu, je sais pas, 2 ans d'attentats terroristes avec une certaine distance temporelle entre eux en France. Et donc, tout ça pour parler de comment Michel Houellebecq gère ces manifestations publiques. Il ne va pas se manifester tout le temps, mais quand il se manifeste, c'est toujours polémique. Il met en question des choses qui sont sensibles au niveau de la société. D'accord? Et parler de la religion, ou parler de l'islam aujourd'hui en France, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas en discuter, on ne peut pas en parler, on ne peut pas mettre en question. Mais le problème, c'est qu'assez souvent, il le fait avec manque de respect, avec une intention de politique là-dessus. D'accord? Je vérifie ici l'heure. Ouais, c'est bon. Donc, ici, dans cette lettre, il récuse l'idée de l'avènement, de l'apparition d'un monde nouveau après la crise du coronavirus. Son texte et la lecture proposée par Augustin Trapenard sont reproduits dans leur version intégrale. Voilà, ici, le titre de son texte était « Un peu pire ».
Et pourquoi il utilise ce titre-là? Parce que, 2 secondes, je vais identifier où je crois que c'est à la fin du texte. Voilà. Je commence donc par la fin du texte, ici. Je vois là que, voilà, c'est déjà chargé, cette page-là. Donc, il dira ici, toutes ces tendances, je l'ai dit, existaient déjà avant le coronavirus. Je vais revenir dans ces tendances qu'il expose. Ce sont des tendances qu'il retrouve dans la société actuelle. Donc, il dit que ces tendances, je vais revenir sur ces tendances, mais ces tendances existaient déjà avant le coronavirus. Elles n'ont fait que se manifester avec une évidence nouvelle. Nous ne nous réveillerons pas après les confinements dans un nouveau monde. Ce sera le même, en un peu pire. Donc, l'idée du titre du texte, en un peu pire, c'est le monde après les confinements et après la pandémie sera le même, mais encore un peu pire. Vous voyez? Donc là, vous voyez, parce que peut-être aujourd'hui, 1 an après le début de la pandémie, c'est peut-être plus facile d'être d'accord ou de ne pas être choqué par les propos de Houellebecq dans ce texte. Que le monde sera encore pire qu'avant la pandémie. Parce qu'à cette époque, l'époque dans laquelle il a fait publier cette lettre, et vous voyez, c'est toujours intéressant de voir comment des écrivains comme lui vont presque toujours essayer de penser à contre-courant ou contre-intuitivement. C'est-à-dire, tout le monde pense d'une certaine façon, il va penser d'une façon différente ou diamétralement opposée. Et donc, à cette époque-là, on pensait qu'on serait quand même capable de sortir de cette crise un peu mieux, qu'on allait apprendre un peu et qu'on allait devenir des êtres humains un peu mieux. Et là, on voit que quelques mois après, on voit comment c'est difficile. On voit, par exemple, si on regarde notre contexte à nous ici, nous avons encore des gens qui renient la pandémie ou le risque de mort. Hier, par exemple, sur Folha de São Paulo, il y avait le cas d'un couple de médecins de São Paulo qui sont partis 5 jours à Manaus. À l'époque, c'était en janvier, c'était la crise totale à Manaus. Et ils ont fait des essais avec de la chloroquine en vapeur. Et dans les cas, il me semble qu'il y avait une femme enceinte et il y avait une femme qui avait eu son enfant qui avait accouché de peu. Donc, elle avait un bébé nouveau-né, mais elle était infectée par le coronavirus. Et ces couples de médecins de São Paulo ont fait des essais avec un médicament qui n'était pas prouvé, qui avait de l'efficacité. En plus, c'était une nouvelle méthode qui n'avait pas de registre. Ils n'avaient même pas ce genre d'autorisation éthique dont nous avons besoin aujourd'hui pour faire toute expérience avec la participation des êtres humains. Donc, l'accusation qu'on a faite à ces couples hier, où il y a déjà, parce que ça a été fait au ministère public, on a fait référence à Joseph Mengele, le médecin nazi qui a fait des expériences avec les Juifs. Donc, vous voyez, quand il dit qu'on va sortir encore pire de cette pandémie, et on pense que presque 1 an après les débuts de la pandémie,
nous avons des études qui disent que la chloroquine n'est pas efficace contre le coronavirus. Nous avons encore un couple de médecins qui va faire un test sans la méthodologie nécessaire, sans les autorisations éthiques, etc. Et le problème n'est pas, tout d'abord, le problème est l'expérience. Mais les conséquences de cette expérience sont encore pires parce que les deux femmes ont décédé. Donc nous avons deux femmes, une était une naissance qui était enceinte, on a fait un accouchement d'urgence, la femme est décédée tout de suite, le bébé est décédé quelques jours plus tard. Et l'autre, il me semble qu'elle avait déjà accouché, mais elle est morte et elle a laissé le bébé orphelin. Donc, vous voyez tout ce qu'on vit aujourd'hui, la catastrophe sanitaire dans laquelle on vit, aujourd'hui, c'est facile d'être d'accord avec Michel Houellebecq parce que tout au début, le contexte de cette lettre, c'était de dire que, ah oui, le télétravail, ça va nous imposer, surtout la classe moyenne, les fonctionnaires, etc., qui avaient la possibilité de travailler à la maison, comme nous sommes ici maintenant. C'était une révolution au niveau du travail. Donc, les nouvelles technologies, les relations de travail, on va potentialiser ça et ce sera encore mieux. On va avoir des vies vertes parce que on pourra habiter où on veut parce qu'on ne va pas se déplacer tous les jours pour aller au travail. Donc, on va sortir de cette pandémie dans un monde beaucoup mieux qu'avant. Et là, maintenant, quelques mois plus tard, d'une certaine façon, on est obligé, au moins à mon avis, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec Houellebecq, mais moi, j'ai cette tendance à être d'accord avec lui, qu'on va sortir encore pire, réellement. Et donc, nous avons encore quelques minutes et je vais essayer de commenter quelques extraits ici parce que je ne vais pas revenir à cette lettre dans le prochain cours. Donc, il dit ici que l'épidémie réussissait la prouesse d'être à la fois angoissante et ennuyeuse. Angoissante parce qu'on ne sait pas si on va survivre, et ennuyeuse parce que assez souvent, on est à la maison sans rien faire. N'est-ce pas? Ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Du début de la pandémie ou du début du confinement, les gens se sont rendus compte de comment leur vie était ennuyeuse. Surtout les gens qui partagent beaucoup leur intimité, leur vie dans les réseaux sociaux. Comme ils ont perdu leur vie publique, ils n'avaient rien à partager d'autre parce que leur vie intime était ennuyeuse. Donc, il dira ici un virus banal apparenté de manière peu prestigieuse à d'obscurs virus grippaux aux conditions de survie mal connues, aux caractéristiques floues, tantôt bénins, tantôt mortels, même pas sexuellement transmissibles. En somme, un virus sans qualité. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il va associer des confinements pas à un événement, à quelque chose qui se passe, mais à un non-événement, c'est-à-dire à quelque chose qui ne se passe pas. D'accord? Donc, ici, il répond en quelque sorte à Frédéric Beigbeder, qui est un écrivain et, si je ne me trompe pas, journaliste. Beigbeder, par contre, si Houellebecq est quelqu'un de réservé, Beigbeder, c'est quelqu'un qui est toujours dans les médias, toujours sur Internet, surtout dans les émissions à la télé, parce qu'il me semble qu'il est journaliste aussi. Et pour lui, pour Houellebecq, il dira ici un écrivain tout en bas
Un écrivain, de toute façon, ça ne voit pas grand monde. Sa vie en ermite avec ses livres, les confinements ne changent pas grand-chose. Question vie sociale, ça ne change à peu près rien. Donc, c'est intéressant parce qu'il va nous attirer l'attention de son point de vue d'écrivain que les confinements en soi ne changent pas grand-chose dans sa vie d'écrivain. Par contre, il va ajouter une information ici que c'est un écrivain, ça a besoin de marcher. Et vous voyez aussi la construction, comment la construction ici est vulgaire, familière, je vais dire. Il utilise un registre de langage familier. Un écrivain, ça a besoin de marcher. Et il va expliquer ici un peu comment, je ne vais pas entrer dans ces détails, si vous voulez, vous lisez la lettre vous-même après le cours. Mais c'est intéressant parce qu'il nous apporte cette idée ici du besoin de marcher, du besoin de l'écrivain de marcher pour mettre en ordre ces idées-là, ces idées avant d'écrire. D'accord. Voyons encore ici. Oui, ici, il annonce déjà l'idée. Je ne crois pas une demi-seconde aux déclarations du genre « rien ne sera plus jamais comme avant ». Au contraire, tout restera exactement pareil. Il commence avec cette idée de exactement pareil. Mais à la fin, il va ajouter « en un peu pire ». Ah oui, il va faire une réflexion ici sur les contacts, l'évolution des technologies, la réduction des contacts humains. Voyons encore s'il y a quelque chose à commenter. Ah, ici c'est important. Il serait tout aussi faux d'affirmer que nous avons redécouvert le tragique, la mort, la finitude. C'est une réflexion intéressante. La tendance depuis plus d'un demi-siècle maintenant, bien décrite par Philippe Ariès, aura été de dissimuler la mort autant que possible. Eh bien, jamais la mort n'aura été aussi discrète qu'en ces dernières semaines. Et puis, il donne ici, il parle des établissements d'hébergement pour des personnes âgées dépendantes. En portugais, on appelle asile. Mort sans qu'on en ait le moindre témoignage. Les victimes se résument à une unité dans la statistique de mort quotidienne et l'angoisse qui se répand dans la population à mesure que le total augmente à quelque chose d'étrangement abstrait. Donc, il va nous apporter un contre-argument concernant cette idée que la quantité de morts en raison de la pandémie nous a remis en contact avec le tragique, avec la mort, avec la finitude. C'est-à-dire, on a une perspective de la fin de notre vie. Nous avons, et assez souvent, on écoute les témoignages des gens qui sont en traitement contre le coronavirus, qu'ils ont peur de mourir. N'est-ce pas? Donc, dès qu'on parle avec quelqu'un qui s'est infecté, dès le début, avant de savoir ou avant de savoir comment ça va avancer, comment ça va progresser, les gens attendent pour voir les effets, mais ils ont peur de mourir parce qu'ils ne savent pas comment ça va évoluer. N'est-ce pas? Et donc, il dit ici que non, le tragique ici, c'est plutôt comme concept littéraire même, de quelque chose qu'on ne contrôle pas, quelque chose dont on n'a pas le contrôle. C'est ça. On n'est pas capable d'éviter.
Ça, c'est la notion de tragique. Pensez, le même exemple d'Édipe. N'est-ce pas? L'aveugle Thérèse avait dit que Édipe allait tuer son père et épouser sa mère. Et il quitte le royaume et puis il rencontre un homme sur la route, il le tue, il devient le roi d'un autre royaume, il épouse la reine et après il découvre que le monsieur qu'il avait tué était son père et que la reine qu'il avait épousée était sa mère. Donc le tragique, c'est ça. On peut essayer d'échapper, mais on n'arrive pas. C'est inévitable. Et la mort, mais il va dire en fait que avec toute ces occurrences de la pandémie, l'infection, le risque d'infection, donc on n'a plus des enterrements de la même façon, etc. C'est-à-dire que la mort continue à être discrète dans ces termes. J'utilise ces termes ici. Et donc, on arrive déjà à la fin de la lettre. Donc, ces tendances-là, comme je l'explique là, et donc, pour résumer, nous sommes déjà à la fin, il est déjà 10 heures. C'était l'objectif ici, avant d'entrer dans l'analyse du livre, c'était donc de vous donner un petit profil de Michel Houellebecq et de connaître un peu cet écrivain polémiste qui travaille, qui joue toujours avec les polémiques. Parfois, nous avons l'impression qu'il crée gratuitement. C'est encore pour faire une association du monde pop, il serait le McGregor du UFC de la littérature. C'est toujours à la recherche des polémiques. Il ne va pas faire une lutte, McGregor, sans chercher des polémiques. Et c'est le cas de Houellebecq. Il ne va pas faire sortir un nouveau livre sans chercher une polémique qui viendra avec. N'est-ce pas? Donc, voilà, j'insiste pour terminer dans l'importance de commencer déjà la lecture parce que c'est un livre long, difficile, mais très intéressant en même temps. Donc, la semaine prochaine, on aura 2 cours, mardi et jeudi, parce que j'ai annulé le cours mardi de cette semaine. Et dans les 2 cours, on va parler directement du texte, du livre. Donc, essayez quand même d'avancer dans la lecture du roman. J'arrête ici le partage d'écran. Je vais juste voir ici la quantité de pages. Donc, oui, ça fait la version d'édition que je vous ai donné à lire, ça fait 192 pages. Donc, ce serait intéressant pour la semaine prochaine de lire au moins la moitié du livre. D'accord? Je vais essayer de commenter certains passages avec vous. Je vais sélectionner quelques passages. Je vais utiliser ce repère-là jusqu'à la page 100. D'accord? Donc, essayez d'avancer dans cette lecture. Est-ce que vous avez des questions ou ça va? Ça va. D'accord. Okay. Donc, juste pour la semaine prochaine, on va traiter mardi et jeudi sur les romans Soumission. Soumission, exactement. Ouais. On va entrer dans l'analyse du texte. On va laisser de côté un peu la figure de Houellebecq parce que j'ai utilisé ces temps-là pour vous donner le temps de lire. Je vais ouvrir ici pour que Joby entre. Il commence à miauler là. Et donc, j'ai traité un peu ici la vie de Michel Houellebecq. Parce que l'important ici de la vie de Michel Houellebecq, c'est parce qu'il y a un rapport avec sa littérature. Et
Mais on va laisser de côté ce rapport-là et on va se concentrer dans les textes du roman à partir de la semaine prochaine. Donc, c'est ça, vous avez le texte et vous avez le livre audio. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour le lire au moins jusqu'à la page 100 pour la semaine prochaine. D'accord? D'accord. Voilà. C'est à vous maintenant de travailler. OK. Donc, je vous remercie et on termine là aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end et je passe au cours de panorama maintenant. D'accord. Merci. Bon Merci. Merci. Bon week-end. Merci. Rodrigo, Isabella, au revoir.